J'ai pas sur mon écran le nom du monde qui sont participants, mais merci d'être venu. Avant de commencer, avant d'introduire Guylaine pour cette webinaire, je vais passer à travers un petit peu de housekeeping. Bon, on a des suggestions pour vous autres pour aider à améliorer votre expérience. Première chose, le son de votre micro sera automatiquement mis en sourdine lorsque vous entrez dans la salle de réunion virtuelle. Ce webinaire peut être enregistré et la séance de clavardage peut être archivée à l'intention des personnes qui ne peuvent y participer. Nous vous encourageons à utiliser la dernière version de Zoom afin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités. Veuillez utiliser la fonction de clavardage si vous éprouvez des difficultés techniques ou si vous avez des ressources supplémentaires à partager. Veuillez aussi utiliser la fonction de questions et réponses pour poser des questions au présentateur. On répondra aux questions à la fin. Vous pouvez aussi lever la main utilisant la fonction Raise Hand si vous voulez poser une question. Les questions peuvent être posées en français ou en anglais. Puis, d'une manière ou d'une autre, Guylaine est capable, on va répondre à les questions quand il arrive à la fin. Finalement, on a un code de conduite qu'on suit d'après le site de ABRC. Vous trouvez le code de conduite de ABRC dans son intégralité sur le site suivant. L'ABRC s'engage à offrir un environnement accueillant, sécuritaire et exempt de harcèlement pour son personnel, ses membres, ses comités et ses groupes de travail, ainsi que pour les participants, les conférenciers et les organisateurs de ces réunions et ces événements. Aucune forme d'harcèlement ne serait tolérée. Bon, avec ça, j'ai le grand plaisir, je vais lâcher de partager mon écran. J'ai le grand plaisir à vous introduire à Guylaine Roquette. Guylaine est la directrice intérimaire, gouvernance et politique pour la nouvelle organisation d'infrastructures de recherche numérique qui se formait officiellement, je pense que c'était le 11 mars, un des derniers événements qu'on avait avant que tout le monde était isolé dans leur appartement, dans leur maison. Donc, je suis content d'avoir Guylaine ici pour nous parler de la nouvelle organisation, puis le rôle de data management, de la gestion de données à côté de ARC puis Research Software. En tout cas, voici Guylaine. Guylaine va partager son écran, je pense, à ce point-ci. You can share your screen now. Bon, alors bonjour tout le monde. Je vais juste faire un petit rectificatif sur mon site. Alors, je m'appelle Guylaine Roquet, je suis la directrice planification et opération de NDRIO. Mon ami Jeff a utilisé le titre de ma collègue Allison, mais c'est pas grave. On fait un peu de tout dans notre travail présentement parce que notre association est petite à ce point-ci. Donc, je vais vous parler de la mise en place de l'organisation, vous donner un aperçu de ce qu'on essaie de faire et de quels sont nos plans pour l'année qui s'en vient. Alors, sans plus attendre, je vais commencer par vous donner du contexte un peu. Donc, si on se replace dans le temps, il y a eu quand même plusieurs étapes. Les discussions qui ont mené à la mise en place de la nouvelle organisation ont commencé autour de 2011. On a même une présentation qui a été faite en 2009 sur le sujet. C'est un groupe de personnes regroupant toutes sortes d'intervenants dans le domaine de la recherche au Canada qui se sont regroupés pour faire des recommandations au ministère de la Science à l'époque sur ce qui pourrait améliorer la gestion de la recherche universitaire, surtout au Canada.
Alors, il y a eu en 2017 un certain nombre de papiers de positionnement qui ont été préparés, un sur le calcul haute performance, un sur la gestion des données et un troisième sur l'organisation qui pourrait être mise en place. Suite à ça, le ministère a fait un appel de proposition qui a été répondu. On a répondu. Il y avait un groupe à ce moment-là qui s'appelait le Leadership Council en recherche qui a répondu à cette requête. Et suite à ça, le ministère a fait une annonce là, décrivant comment la nouvelle organisation serait mise en place et les ressources qui y seraient associées. Donc, il y a quand même un certain nombre de principes là, qui nous guident. On va revoir régulièrement des notions de principes directeurs parce que, dans le fond, dans les analyses qu'on a fait, on a identifié des points, des points qui méritaient amélioration et on veut être certain qu'on garde toujours cette espèce d'obligation morale, si on veut, de répondre aux attentes de l'écosystème. On l'appelle l'écosystème parce qu'il y a vraiment beaucoup de participants à l'intérieur de ce monde-là. Au-delà des universités, les hôpitaux de recherche, les centres de recherche, il y a aussi toutes sortes d'associations disciplinaires, l'association des astrophysiciens et autres. Il y a des associations du type de CARL qui regroupent les libraires des universités de recherche au Canada. Il y a d'autres associations, comme par exemple CUCHIO, qui a été très actif dans ce processus-là, l'association des CIO des universités canadiennes. Alors, ce qu'on veut, c'est être capable d'attirer des talents du monde entier qui sont capables de soutenir la concurrence. C'est un marché mondial, le marché de la recherche, et de plus en plus, c'est un marché très collaboratif, où les gens sont impliqués dans des groupes de recherche partout à travers le monde. Et on doit vraiment être capable de mettre en place des infrastructures et du support pour nos chercheurs qui vont être intéressés à continuer à faire leur recherche au Canada. On veut évidemment de l'excellence. On veut augmenter les recherches dans les domaines qui ont le potentiel de générer des nouvelles pistes de recherche. Ça, c'est clair que le gouvernement du Canada ainsi que les gouvernements des provinces ont des objectifs. Ils ont des avenues de recherche qu'ils veulent favoriser et faire avancer. On n'a qu'à penser à l'intelligence artificielle présentement ou encore plus d'actualité, la recherche sur le COVID-19. Donc, on veut être capable de maintenir notre avance dans le domaine de l'analyse des données aussi. Tout le travail de Carl et de Portage est vraiment centré là-dessus. Il y a RDC aussi au niveau de Canary, qui est un joueur actif. On veut être capable d'accélérer l'innovation et la commercialisation dans le secteur privé, améliorer la prestation des services publics, prise de décision, optimiser l'investissement public dans la recherche. C'est sûr que plus on a de succès dans nos recherches, plus ça encourage nos gouvernements à investir dans ce que nos chercheurs font. Et c'est tout au bénéfice de notre pays et de nos provinces. Donc, les 4 éléments clés au niveau de ce qu'on appelle l'infrastructure de recherche numérique sont d'abord le calcul informatique de points. Je dis d'abord parce que ce n'est pas nécessairement le plus important, mais c'est certainement le plus coûteux, qui est effectué au moyen de superordinateurs, d'infrastructures de stockage, etc. Il y a évidemment ensuite la gestion des données là, qui nous intéresse plus particulièrement là, dans notre contexte d'aujourd'hui, qui permet aux chercheurs de conserver leurs données de façon à ce qu'elles soient identifiables, accessibles à d'autres chercheurs. Ça, c'est une préoccupation. On le voit là, au niveau des trois conseils de recherche, Tree Council, Tree Agency, il y a plusieurs noms là, pour les nommer, mais on les connaît bien, qui de plus en plus s'en vont vers des politiques là, qui vont rendre obligatoire la conservation des données de recherche et leur partage. Donc, le travail de Carl et de Portage dans ce contexte-là est particulièrement pertinent et va devoir être soutenu. Finalement, dans le troisième, les logiciels de recherche qui permettent aux chercheurs de traiter, d'analyser des données. Bon, on pense aux différentes plateformes. Il y a des plateformes qui sont des plateformes disciplinaires
mais il y a aussi des outils qui sont disponibles pour gérer certains des aspects de la recherche. On peut penser à Further, qui serait un bon exemple dans notre contexte. Et finalement, le réseau numérique pour la recherche et l'éducation, qui permet aux chercheurs de partager des données ou de travailler en collaboration. Et on le sait, la recherche est de plus en plus collaborative, autant au Canada que partout ailleurs dans le monde. Alors, ces 4 piliers, si on pourrait dire, sont les composantes de l'infrastructure de recherche numérique. Mais évidemment, il faut aussi protéger ces piliers-là, donc la mise en place de mesures de cybersécurité sont absolument essentielles. Et aussi, bénéficier de l'appui d'un personnel hautement qualifié. C'est sûr qu'il n'y a absolument rien de ces piliers-là qui vont fonctionner si on n'a pas les ressources pour les soutenir, pour fournir de la formation, de l'aide aux utilisateurs et pour développer ces logiciels et ces plateformes et les gérer. Donc, dans le contexte de tout ce préambule, si on veut, dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale pour l'infrastructure de recherche numérique, l'ISDE, que là, je ne saurais pas de vous dire ce que l'acronyme est, moi je connais mieux avec ICED, du ministère des Sciences, Industries, etc., a prévu investir jusqu'à 375 millions de dollars sur 5 ans pour créer une but non lucratif. C'est la nouvelle organisation que je représente aujourd'hui. Elle va regrouper et investir dans les domaines de calcul informatique de pointe, gestion de données, logiciels de recherche. Et ces travaux seront effectués avec la collaboration de toutes les parties prenantes. Canary continuera de jouer un rôle de premier plan au sein du réseau numérique pour la recherche et l'éducation. Ça, c'est important de voir qu'il demeure quand même, il va y avoir 2 organisations qui vont être en charge de livrer, si on veut, l'infrastructure de recherche nationale. Actuellement, le paysage a l'air un peu de ça. Donc, on voit là, que c'est un peu... c'était un environnement qui n'est pas simple au niveau de s'assurer d'une synchronisation des actions entre les différents groupes et pas simple non plus au niveau des chercheurs là, en termes d'aller chercher les services là, dont ils ont besoin. Donc, ça, c'est la vision, là, si on veut, que Innovation, Sciences et Développement économique Canada, bon, j'ai mon acronyme, a présenté là, dans le document là, qui expliquait pourquoi on mettait en place cette nouvelle organisation. Ce qui est désiré, c'est d'avoir ce portrait-ci. Donc, d'avoir d'un côté Canary et de l'autre côté une nouvelle organisation qui va chapeauter la gestion des données, la gestion des logiciels de recherche et le calcul informatique de pointe. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'il y a quand même un changement important au niveau du financement que ça va représenter. Si on pense au modèle actuel, le financement passe par la FCI qui finance de façon distincte l'infrastructure et dans un autre programme, toute l'organisation du support au niveau des services qui sont livrés aux chercheurs. Dans ce modèle-ci, la nouvelle organisation est une organisation qui va financer. Donc, elle remplace le Fonds canadien d'innovation pour tout ce qui est infrastructure de recherche ainsi que le soutien et les services aux chercheurs dans les domaines de gestion de données, de logiciels de recherche et de calcul informatique de pointe. C'est un changement majeur. Ça va être quelque chose qui va être, je pense, particulièrement utile pour éviter présentement le fait que ce soit des programmes complètement différents qui subventionnent l'infrastructure de son soutien amène à certaines incohérences des fois là, au niveau des ressources là, qui sont mises en place pour soutenir les infrastructures qu'on installe. Ça va ajouter aussi une approche un peu différente. Au lieu d'avoir une approche qui va être gérée par projet,
on va avoir une approche qui va plus être gérée autour des services et de la livraison de ces services-là. Donc, il y a un effort considérable qui va devoir être mis pour changer les pratiques, puis changer le mode de fonctionnement qui vont être rendus nécessaires là, par la mise en place d'un modèle de financement qui va être vraiment différent du modèle actuel. Donc, en termes de priorité, je reviens là, un peu avec la notion de principe directeur. L'an dernier, là, vers la fin, vers décembre 2019, on a fini une série de consultations qui ont été faites auprès de la communauté. On a fait des rencontres en personne à travers le Canada, mais aussi des rencontres virtuelles pour ceux qui n'avaient pas pu assister aux différentes rencontres qu'on a faites à travers les provinces, qui étaient axées surtout sur la gouvernance qu'on voulait mettre en place et la notion là, de membership, par exemple, qui devait se développer pour la mise en place de cette nouvelle organisation-là, qui est un organisme sans but lucratif basé sur une notion de membership. Donc, la gouvernance doit absolument être axée sur la participation des membres. Donc, au niveau là, de la publication qu'on a fait suite à cette série de rencontres, on a formulé les principes directeurs qu'on se donne pour gérer l'ensemble de nos activités. Donc, on veut donner la priorité aux chercheurs. On veut vraiment que toutes les activités soient centrées pour rendre des services aux chercheurs dont ils ont besoin. Et centrées sur des services plutôt que sur des projets, donc assurer une meilleure continuité, un meilleur soutien à long terme des différentes infrastructures et services qui sont mis en place. On veut défendre des principes de responsabilité et de transparence. On veut que nos processus soient ouverts, soient facilement auditables et vérifiables par toute personne qui s'intéresse à nos activités. On vise l'excellence, c'est sûr, tout le monde vise l'excellence, c'est bien. Et on favorise la collaboration. Je trouve toujours qu'il y a un petit paradoxe là, en ce sens que, évidemment, tout le monde aimerait bien que tout soit résolu le plus rapidement possible et soit livré le plus rapidement possible. Mais en même temps, tout le monde, avec raison, veut être consulté et veut être partie prenante à l'intérieur des décisions qui se prennent. Puis, il y a un peu une contradiction ici, en ce sens que le modèle de consultation, qui, ceci étant dit, je pense, donne de bien meilleurs résultats, c'est un modèle qui prend du temps. Et en même temps, on aimerait bien avoir des livraisons les plus rapides possibles. Donc, on va essayer de mettre en place des structures de gouvernance qui vont favoriser cette collaboration-là, tout en essayant de nous garder un momentum puis un rythme de livraison là, qui va être acceptable pour notre communauté. Donc, nos priorités en 2021, et vous allez voir qu'on en a beaucoup. Donc, il y a un premier volet qui est au niveau de la mise en place de l'organisation. Donc, finaliser la structure organisationnelle et de gouvernance, mettre en place le conseil de recherche. Ça, c'est absolument essentiel dans ce qu'on veut mettre en place comme structure qui va favoriser la collaboration. C'est qu'on met en place un conseil d'administration, bien sûr, puis les sous-comités normaux là, qui relèvent d'un conseil d'administration, mais on met aussi en place un conseil de recherche. Ce conseil de recherche-là va être évidemment composé de chercheurs représentant là, les différents domaines de discipline qui existent. On veut une représentation qui va couvrir le volet des différentes régions au Canada. On veut aussi une représentation qui va représenter adéquatement le français. Et on veut développer une approche vraiment où le français va être soutenu puis va être un langage favorisé dans le cadre de nos activités. Donc, une espèce de matrice, là, si on veut, là, qui va faire qu'on va probablement monter un conseil qui devrait être regroupé entre 25 et 30 personnes, là, si on va être sûr de bien représenter l'écosystème. On veut aussi laisser une place autant aux chercheurs au sommet de leur carrière qu'en ceux qui sont en début de carrière.
une représentation évidemment par genre. On veut aller chercher une représentation et une participation du côté des Premières Nations. Donc, il y a vraiment beaucoup d'objectifs à rencontrer, ce qui fait qu'on va devoir avoir un conseil qui va être un groupe assez nombreux de personnes. On va élaborer le plan stratégique cette année, y compris une vision et une stratégie nationale pour la croissance de nos 3 piliers, en se fondant sur une évaluation des besoins des utilisateurs. Ça, c'est un processus qui va être central là, à la préparation du plan stratégique. Ça va être de faire une consultation, une analyse des besoins au niveau des chercheurs qui va nous permettre ensuite de mettre à jour les différents papiers de positionnement qui avaient été préparés en 2017 et finalement bâtir le plan stratégique. Là, ici, l'impact de COVID-19 va probablement se faire sentir en ce sens que on peut faire beaucoup de consultations là, par voie numérique en ligne, mais à un moment donné, c'est important aussi d'avoir des contacts en personne et on sait qu'il y a certains types de discussions qui ne fonctionnent bien que lorsque les groupes sont en présence les uns des autres. Donc, ça va peut-être avoir un impact et nous forcer là, à ralentir peut-être certaines dates de livraison au niveau de notre planification. On va voir, là, évidemment, ça va dépendre de la durée là, des mises en quarantaine ou d'isolement qu'on est en train de vivre. Mais il y a un potentiel là, qu'il y ait un certain ralentissement pour ce qui est de la planification stratégique. Les autres volets là, de priorité que nous avons, on ne voit pas qu'ils seraient particulièrement affectés là, par le COVID-19. En tout cas, présentement, on continue à avancer au même rythme. Il y a seulement, évidemment, si plusieurs personnes devenaient malades, ce serait une autre réalité. Mais pour l'instant, on réussit là, à respecter nos échéanciers et on verra là, pour la suite. Bon, évidemment, définir la marque de la nouvelle organisation. On n'entend pas continuer à s'appeler la nouvelle organisation longtemps. Il va falloir qu'on fasse un exercice d'identification pour un nom permanent pour cette organisation-là. Il y a un deuxième volet qui est la mise en place du nouveau modèle de prestation de service. Ça, c'est la planification stratégique est évidemment absolument critique, mais la mise en place du nouveau modèle de prestation de service va l'être aussi. C'est un petit peu ce que j'alludais tantôt quand je vous disais que la structure de financement change de façon significative avec la mise en place de ce nouvel organisme-là. Donc, il va falloir construire un nouveau modèle de prestation de service. Et il va falloir faire ça avec les régions, les sites hébergeurs et les autres partenaires que nous avons dans l'infrastructure numérique de recherche pour voir comment on va transformer finalement la gestion du financement et comment on va mettre en place une approche qui va être axée vraiment sur les services plutôt que sur une approche projet comme celle qu'on a connue jusqu'à présent. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, puis il n'y a évidemment pas juste question d'établir ce nouveau modèle-là, mais il faut aussi prévoir les mécanismes de gestion de changement et de soutien qui vont devoir être nécessaires pour qu'on puisse faire cette transition-là. On aurait aimé lancer un programme pour la mise en place de réalisation de projets pilotes le mois prochain. Là encore, le COVID-19 va faire qu'on va retarder ça probablement en septembre, si tout va bien, si tout se déroule comme on le veut. Et l'idée, ce serait d'élaborer un certain nombre de projets pilotes pour un peu expérimenter sur des orientations qu'on pourrait vouloir mettre en place dans le cadre du plan stratégique. Alors que ce soit la mise en place de nouvelles technologies, le développement de nouveaux, ou l'essai de mise en place de nouveaux services qui pourraient être d'intérêt pour la communauté. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va démarrer cet automne plutôt.
tôt que ce printemps. Sauvegarder les ressources par les investissements et une coordination accrue dans le domaine de la cybersécurité. On a dans notre mandat, dans notre contrat avec l'ISDE, de mettre en place un plan, une espèce de plan directeur autour de la cybersécurité qui doit être livré au mois de mars 2021. Ça, évidemment, là, ça va se faire conjointement là, avec Canary, avec les institutions, les sites d'hébergeurs, donc un peu toute la communauté. Il y a déjà du travail qui s'est fait, qui a été mené par Canary d'une part, mais aussi par Compute Canada d'autre part. Alors, il va y avoir comme une espèce de regroupement là, de ces différents efforts-là pour en arriver à la mise en place d'un plan conjoint qui devrait, comme je vous l'ai dit, là, être disponible au mois de mars 2021. Et finalement, un plan conjoint d'écosystème. Ça, c'est une espèce de vision. On essaie d'avoir une approche qui va être moins par pilier, comme elle l'a été présentement, parce que chacun des piliers était représenté par des organisations différentes, ce qui ne favorisait pas là, la coordination des efforts. Quoi qu'il y avait une volonté réelle, puis il y a beaucoup de gens qui travaillaient pour essayer de faire ça. Ça va être un peu plus facile là, avec deux organisations de s'assurer qu'on a un plan conjoint puis une vision qui est conjointe, qui est orchestrée. C'est-à-dire que si on a des augmentations de capacité du côté de l'infrastructure, il faut s'assurer que du côté du réseau, on soit capable de transporter des volumes additionnels de données. De la même façon, si on désire mettre en place des nouvelles plateformes de recherche, il faut qu'on ait l'infrastructure pour pouvoir les installer et les faire fonctionner. Donc, en réalité, il y a quand même une grande convergence entre ces différents piliers. Et l'idée ici, c'est d'établir un plan conjoint qui va nous permettre d'avoir une vue, je dirais, plus transversale des efforts qui vont être faits dans ces différents domaines. Troisième volet, la coordination des activités de transition. Ça, ce n'est pas négligeable non plus. Comme on a vu là, dans le dessin qu'on avait auparavant, il y a quand même plusieurs organisations là, qui géraient les différents piliers. Et on passe de environ 4 ou 5 organisations à une organisation, en fait 2 organisations, Canary conservant le volet de réseau et la nouvelle organisation regroupant là, ce qui est autour de la recherche des logiciels et l'infrastructure de traitement. Donc, il faut qu'on mette en place différentes mesures de plan de transition. Si on pense par exemple à Compute Canada, c'est une organisation qui va dans le fond, disparaître. Ces activités vont être intégrées à l'intérieur de la nouvelle organisation. Donc, il y a un processus de dissolution d'un côté de Compute Canada, mais aussi de transfert des activités puis des ressources qui présentement fournissent les services à travers cette organisation-là. Il y a un effort similaire qui doit être fait du côté de Canary, qui présentement a 2 programmes. Un du côté de la gestion des données là, avec RDC, RDM, et un autre du côté des logiciels de recherche. Ces deux volets, si on veut, des activités de Canary vont être transférés à la nouvelle organisation. Donc là aussi, on a une transition à faire. On avait aussi une transition à faire avec tout le volet CAL Portage. Donc ça, cette transition-là, elle est devancée, elle se produit plus tôt par rapport aux autres parce que le financement de portage se termine le 30 septembre 2020. Alors, nous sommes en train de finaliser l'entente avec CAL pour faire le transfert des activités de portage à la nouvelle organisation. Ça devrait être complètement réglé cette semaine. Donc, à compter du 1er octobre,
2020, portage va être une partie intégrante de la nouvelle organisation. Et il y a une configuration un peu de transition, là, parce que ça demeure Carl qui est le signataire de l'entente pour cette portion-là, d'octobre au 31 mars 2021, à compter du 1er avril 2021. Portage va faire partie de la nouvelle organisation. Il serait donc plus nécessaire d'avoir une entente entre la nouvelle organisation et Carl. Donc, Carl va avoir terminé le transfert de portage à la nouvelle organisation. Donc, première étape là, au 1er octobre et une deuxième étape au 1er avril 2021 et cette transition-là va être terminée. Dans le cas de Compute Canada et de Canary, cette transition-là doit se terminer le 31 mars 2022 parce que le financement actuel au niveau des opérations, le MSI, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ces différents programmes-là, se termine le 31 mars 2022. Donc, à partir du 1er avril 2022, c'est NDRIO qui va avoir complètement intégré les volets là, qui viennent de Canary et ceux qui viennent de Compute Canada dans ses activités. Donc, il y a une coordination qui doit se mettre en place là, pour gérer les différentes activités de transition de ces organismes-là, tant au niveau de la gestion que de la gouvernance. Et on a aussi un volet, mais qui là est plus, pas vraiment une transition, mais une nouvelle réétablissement des rapports avec les agences de financement et le Fonds canadien d'innovation. Comme on l'a vu, là, il y a une différence importante là, au niveau de comment les argents vont circuler. Fait qu'il faut qu'on s'assure d'être arrimé dans cette transition-là. Finalement, une stratégie de gestion de changement puis d'un plan de développement professionnel. C'est sûr qu'une des grandes préoccupations qu'on a, c'est de s'assurer que les personnes qui actuellement gèrent les différents services qui sont offerts aux chercheurs demeurent en place, qu'on continue à bénéficier de leur expertise, même s'il y a des changements au niveau de la structure du modèle et des changements au niveau des approches liées à la livraison des services. On veut quand même s'assurer que les ressources vont demeurer en place et vont pouvoir continuer là, à contribuer dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation. Et évidemment, comme on l'a dit, finalement, c'est toute cette coordination et la participation des parties prenantes à l'intérieur de ces différentes priorités. La plupart d'entre elles vont demander quand même une participation importante des différents groupes. Donc, on va essayer d'avoir des approches qui vont minimiser l'effort que ces différentes parties prenantes vont mettre dans la planification là, de ces nouveaux objectifs, puis la réalisation de ces objectifs. Alors, il y a un effort là, qui va se faire de façon à utiliser des structures qui sont déjà existantes, essayer d'éviter la multiplication des groupes de travail et aussi d'optimiser les sollicitations. Dans le fond, quand on s'adresse à un groupe spécifique, si on pense par exemple aux régions, aux sites d'hébergement, aux différentes organisations et associations là, qui peuvent être sollicitées, s'assurer qu'il n'y a pas trop de redondance dans le va-et-vient entre les différentes personnes de la nouvelle organisation et ces groupes de partenaires pour qu'on optimise, dans le fond, les efforts. Donc, au niveau de la gouvernance, au niveau de la structure de gouvernance, on en a parlé un peu, mais là, je vais vous donner plus de détails. Ça pourrait être d'intérêt pour certains d'entre vous. Une présidente du conseil d'administration qui a été nommée au mois de mars dans une assemblée des membres. Un conseil d'administration qui est composé de 14 membres. Il y a 14, on devrait plutôt dire des directeurs, là, ça crée un peu de confusion.
On s'attend que quand on parle de membres, on parle d'institutions ou d'associations, tandis que quand on parle du conseil d'administration, ce ne sont pas vraiment les membres, ce sont les directeurs, ce sont les personnes. Les principaux membres avec droit de vote, les membres associés sans droit de vote, et finalement, comme on en a déjà parlé un peu, le conseil de recherche. Donc, présentement, ça c'est terminé. J'aurais dû peut-être vérifier un peu mon contenu. L'évaluation puis le recrutement du premier conseil d'administration a été fait. Ça a été un processus avec des appels publics, avec une grille de compétences publiques aussi. Je pense que le résultat, vous allez le voir, est vraiment très, très intéressant. Le recrutement, c'est vraiment un recrutement qui est basé sur les compétences et l'expertise dans un modèle de compétences qui a été décrit, qui a été publié. D'ailleurs, si vous voulez des détails sur ces différents processus-là, vous pouvez aller sur le site de la nouvelle organisation. J'aurai le lien là, à la fin de la présentation et tous ces documents-là sont disponibles sur le site. C'est la liste des membres. Je ne vous la lirai pas. Mais je vous invite à la consulter. C'est vraiment un beau conseil. Puis c'est sûr qu'on pourrait arguer, bon, il n'y a pas tout à fait assez de représentation du français, et je suis d'accord. Les répartitions de régions ne sont peut-être pas parfaites, mais on comprend qu'un conseil d'administration, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Les mandats sont limités dans le temps, les personnes vont être remplacées. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait ce désir d'avoir cette représentation sur plusieurs critères. Mais c'est un petit peu comme un cube rubrique. Hein. Ça devient difficile des fois d'être parfaitement représentatif des régions, d'avoir la parité au niveau des genres, avoir une représentation, une expertise qui reflète le volet de gestion de données, de logiciels de recherche et de calcul de performance, mais aussi une représentation des différents domaines de discipline. Donc, et on a des obligations qui nous viennent du ministère, notamment au niveau de la notion d'indépendance. Il y a un requis que le président ou la présidente, dans ce cas-ci, et au moins la moitié des membres soient indépendants. Cette notion d'indépendance-là, souvent, on entend que les gens pensent que ça veut dire entreprise privée. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire des gens qui ne sont pas susceptibles de bénéficier directement des fonds qui vont provenir de NDRIE. Donc, c'est plus lié à les risques de conflit d'intérêts, de s'assurer qu'il y a une certaine indépendance, qu'on n'a pas trop de personnes à l'intérieur du conseil qui ont des bénéfices directs des activités de l'organisation. Donc, je vous invite à consulter la liste des membres. C'est vraiment un très beau conseil avec un niveau d'expertise qui est vraiment très intéressant là, pour soutenir l'avenir de cette nouvelle organisation. En termes d'adhésion, les membres, donc les membres principaux, membres associés, en février, on avait 136 organisations là, qui étaient membres de la nouvelle organisation et ça augmente. Il continue à avoir des personnes qui se joignent et puis évidemment, de nouveaux groupes ou organisations peuvent se joindre quand elles le veulent. Donc, les membres avec droit de vote sont des établissements d'enseignement postsecondaire, des hôpitaux de recherche ou des instituts affiliés admissibles aux subventions des 3 conseils. C'est le critère qui nous permet de décider si une personne peut être un membre avec droit de vote ou non. Les membres associés sans droit de vote comprennent les établissements d'enseignement postsecondaire qui ont choisi de ne pas être membres votants et les organisations dont les activités sont liées à l'écosystème national de l'infrastructure de recherche numérique. Donc, c'est évident. Il n'est pas nécessaire, ça c'est un point très important, il n'est pas nécessaire d'être membre pour avoir accès au programme de l'infrastructure de recherche numérique. Donc, il y a tout chercheur dans quelque établissement que ce soit
que cet établissement-là, soit membre ou non, a droit d'avoir accès aux services de la nouvelle organisation. Le conseil de recherche, une priorité. Il y a un chercheur, le Dr Guillaume Bourque, qui est un professeur en génomique de l'Université McGill, qui a accepté de diriger le processus. En fait, il va y avoir deux présidents, si on veut, de ce conseil, deux co-présidents. Alors, il va être un des deux. Et il va diriger le processus sous la supervision du conseil d'administration, puis évidemment avec le soutien de l'organisation. La façon dont on va fonctionner, c'est que d'ici à septembre, le docteur Bourque va se créer un petit comité avec un membre du conseil d'administration qui est un chercheur qui vient du domaine de la recherche et aussi trois chercheurs représentant chacun des domaines de recherche des trois conseils de subvention pour élaborer ce qu'on appelle ça, terms of reference, les statuts de ce nouveau conseil de recherche. Ça va être présenté à l'Assemblée générale des membres qui va avoir lieu en septembre, qui est entre autres pour la présentation des états financiers. Suite à l'approbation de ces statuts, le processus de recrutement du conseil complet va commencer. Donc, ça des activités qu'on fait déjà au niveau notamment de la préparation d'un état des lieux sur l'état actuel de l'environnement et aussi peut-être commencer certaines activités de consultation des chercheurs. Les activités de la nouvelle organisation vont être chapeautées par ce petit groupe pour s'assurer qu'on a un focus sur les chercheurs et sur leurs besoins dans le cadre de nos activités. Puis suite à septembre, là, on aura l'établissement d'un conseil complet, comme je l'ai dit, qui devrait être entre 25 et 30 membres et qui ensuite aura cette responsabilité de chapeauter les activités liées à l'évaluation des besoins et la mise en place d'un nouveau plan stratégique pour l'organisation. Donc, on se consacre à faire du Canada un chef de file mondial en infrastructure de recherche numérique. C'est la raison d'être de nos activités. Et pour plus de renseignements, comme je vous le disais, vous pouvez consulter le site engagedri.ca ou contacter George Ross, qui est le directeur exécutif de la nouvelle organisation, dont je vous donne l'adresse de courriel. Vous pouvez aussi communiquer avec moi là, si vous préférez le faire. Ce qui est probable, c'est que si vous voulez, si vous posez vos questions en français, ça va probablement être moi qui va répondre. Monsieur Ross ne parle malheureusement pas français. Donc, ça termine ma présentation. Là, j'aimerais vous inviter là, à poser des questions. Je ne sais pas exactement d'un point de vue logistique là, comment ça fonctionne, mais j'invite les organisateurs de la présentation à vous permettre de poser des questions. Est-ce que vous pouvez m'entendre, là, Guylaine? Oui. OK. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le côté du chat. D'après moi, il n'y a pas de questions dans le côté de chat, là. Donc, on va attendre un petit peu. Et je vais demander une question, Guylaine. Est-ce que vous pouvez parler de je n'ai pas remarqué dans vos diapositives
Est-ce que vous pouvez faire des commentaires sur la période de 2021 à 2024, puis qu'est-ce qui est prévenu dans cette période-là? Oui. J'en ai mentionné quand même certains points, là. Je pense que les deux dates les plus importantes là, dans ces années-là, la première date, c'est le 31 mars 2021, où le financement de l'infrastructure, du volet infrastructure du Fonds canadien d'innovation se termine. Donc, ça veut dire que la planification qui va se faire là, va devoir prévoir là, des demandes du côté du ministère pour obtenir les fonds pour le suivi là, de l'expansion et de la mise en place là, des services d'infrastructure à partir du 1er avril 2021. Le financement des activités de soutien est en place et lui se poursuit. Les contrats actuels là, se terminent le 31 mars 2022. Donc, à compter de 2022, toute l'intégration des portions de Canary et de Compute Canada va avoir été faite à l'intérieur de NDRIO. Et ça va être NDRIO, à partir de ce moment-là, qui va gérer le financement là, de l'évolution des services dans le domaine de la gestion des données, des logiciels de recherche et de l'infrastructure de calcul et de stockage. Donc, on a vu, là, on a parlé d'un financement de 5 ans, là, le 375 millions. Ce financement de 5 ans-là se termine le 31 mars 2024. Donc, la planification stratégique que nous allons faire va avoir un horizon de 5 ans en termes, puis peut-être même de la projection là, sur au moins des arcs de priorité sur un horizon là, un peu plus long, mais au moins sur une période de 5 ans. Mais le financement, dans la phase actuelle du financement, va se terminer en 2024. Donc, c'est actuellement là, les horizons de temps là, qui sont en place, puis les différents moments là, où ça va être NDRIO qui va prendre la relève. Donc, on parle de le 1er avril 2021 pour le volet infrastructure et le 1er avril 2022 pour le volet soutien. Donc, tout ce qui est là, les services en région, les services dans les universités, les services centraux de Compute Canada ou de Canary vont être pris en charge par la nouvelle organisation en entier à partir du 1er avril 2022. Et la tranche de financement qui a été prévue par le ministère va se terminer le 31 mars 2024. D'accord. Guylaine a une couple de questions. Là. La première question, moi, je vais répondre parce que c'était mon erreur au début avec le titre de votre position. Guylaine est la directrice intérimaire, planification et opération de la nouvelle organisation. J'ai lu la mauvaise ligne, en tout cas, quand j'ai écrit ça pour mes notes. Donc, planification et opération. Il y a une autre question qui est venue dans le chat, c'est quel est le lien entre l'intégration de Compute Canada et ce qui arrive aux nœuds régionaux, Calcul Québec, ESNet, etc.? Bien, ça fait tout partie c'est un peu ce que je disais quand je parlais des ressources. Le gros des ressources qui soutiennent présentement les activités dans ces 3 piliers-là, on parle d'environ 200 personnes, c'est quand même beaucoup, se retrouvent dans les régions et dans les sites hébergeurs. Donc, il y a 5 sites hébergeurs au Canada. Là, on parle des gros centres de calcul. Donc, il y en a un au Québec, il y en a 2 en Ontario et il y en a 2 en Colombie-Britannique. Les ressources qui présentement sont associées soit aux services qui sont gérés de façon centrale au niveau du cadre de Compute Canada ou au niveau des régions ou au niveau des sites et des institutions aussi. Il y a 32 institutions présentement là, qui fournissent des ressources là, pour soutenir l'environnement de recherche numérique. Donc,
Tout ça va être pris en compte et ce sont les différentes parties prenantes avec lesquelles on va travailler pour développer le nouveau modèle de livraison de services. Mais ça va englober tout ça. Tout ça, les régions, les institutions, les sites hébergeurs, le groupe central à Compute Canada, plus les groupes du côté de Canaries, plus Portage. Ce sont tous les groupes qui vont être intégrés à l'intérieur de la nouvelle organisation. J'espère que je réponds à la question, mais sinon, vous pouvez répondre. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les rejoindre Guylaine. On pourrait mettre son adresse courriel dans le chat pour ceux qui sont intéressés. So I'll just say this in English. Melanie, if you could put Guylain's email into the chat, that would be good. Bon, il y a une autre question. Bonjour, merci. C'était très clair et intéressant. Aussi bien de donner le crédit puis la félicitation qui s'est mérité. Vous avez mentionné plusieurs fois la FCI et les fonds d'innovation. Qu'en est-il des autres fonds de la FCI comme le programme Initiative scientifique majeure? Certaines plateformes qui hébergent des données et créent des logiciels de recherche sont financées dans ce programme. Est-ce qu'il y aura des impacts également sur d'autres fonds, projets actuellement financés par la FCI? Ces plateformes sont aussi souvent hébergées sur Calcul Canada, Calcul Québec. Je demande aussi, Guylaine, si vous pouvez regarder, est-ce que vous avez accès à la chat? Je vais regarder. Juste pour lire ça, pour que ça ne soit pas aussi pas traduit, pas transmis par voix au lieu de que tu lis les questions. Je ne sais pas si vous voulez. Présentement, je ne le vois pas. OK. Mais, donc, c'est une question autour de la FCI puis des programmes. Oui. Alors, je vais quand même là, tenter de répondre. Oui, il y a certains programmes. En fait, ce que NDRIO va ramasser là, en termes de financement qui présentement est géré par la FCI, c'est le volet infrastructure et le volet MSI. Là, je ne sais pas en français comment ça s'appelle ce programme-là, mais qui soutient les opérations. Ces deux programmes-là, les argents qui sont liés à ces programmes-là, vont être maintenant gérés par la nouvelle organisation. Mais le FCI va continuer à avoir des programmes pour les volets vraiment très, très innovateurs. Donc, quand on parle, par exemple, de nouvelles technologies qui émergent, si on peut penser, par exemple, dans le temps, quand on a commencé à avoir des séquenceurs autour de la mise en place de la génomique, des environnements, des observatoires pour l'astronomie, un peu des choses comme ça. Ça va continuer à être des programmes qui vont être gérés par les FCI, puis qui vont être disponibles aux chercheurs. Ils vont pouvoir, à travers ça, aller chercher de la nouvelle technologie. Et cette technologie-là va être intégrée par la nouvelle organisation, un peu comme Compute Canada le fait présentement. Donc, ça fait partie des discussions qu'on va devoir avoir avec le FCI sur comment on harmonise ça. Dans le sens où il n'est pas toujours, présentement, il n'y a pas toujours un arrimage entre les capacités qui existent du côté de Compute Canada à être capable d'héberger ces nouveaux programmes-là qui arrivent. Donc, il va falloir mettre en place des mécanismes qui vont mieux harmoniser puis s'assurer que quand des nouveaux investissements en technologie sont faits à travers ces programmes d'innovation-là du FCI, que la nouvelle organisation va être capable de les héberger, de les intégrer à l'intérieur de leurs infrastructures. Donc, ces programmes-là vont continuer à exister et vont continuer à être gérés par le Fonds canadien d'innovation. Mais on espère qu'il y aura une meilleure harmonisation entre la nouvelle organisation et le FCI pour ces programmes-là. D'accord, merci.
Mélanie m'a écrit qu'il y a plusieurs questions qu'on ne va pas avoir le temps de répondre, vu qu'on a besoin de sauter dans l'autre webinaire en anglais. Donc, toutes les questions vont être envoyées à Guylaine, là, puis elle va pouvoir, ou nous, on va pouvoir, dépendant de la question, répondre à vos questions après le webinaire. Je voulais remercier beaucoup Guylaine pour avoir pris le temps de présenter ce webinaire, cette présentation en français. Puis on va pouvoir peut-être en avenir avoir une autre opportunité de parler avec Guylaine. Donc, merci beaucoup à tous les participants. Puis merci à Guylaine. Puis Guylaine, vous allez à la prochaine lien pour la prochaine rencontre. Merci beaucoup tout le monde. D'accord, merci à tous. Merci, au revoir. Do I have to leave the meeting or do we just stay here? So everyone's going, The other room. Okay, yes, everyone needs to follow the link to the English webinar if you're heading over there. I'll do that now. Bye.